Bonjour à tous, bienvenue dans les aléas du direct, 19h30. C'est l'heure du journal, présenté ce soir par Philippe Reg. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marlène. L'essentiel des titres que nous allons développer dans cette édition, un dossier consacré à l'immobilier en crise. Nous reviendrons sur le conflit entre la ville et la police municipale. Le CHU également avec une première rencontre de l'hôpital et une association de la santé. Michel Lucibello qui cède la direction de son école après 50 ans de présence. Nous ferons un petit retour sur l'événement qui s'est déroulé dimanche dernier, le salon des collections à Quessac, Et nous terminerons évidemment avec le festival de flamenco qui est en cours actuellement. Philippe, c'est à vous. Nous allons commencer d'ailleurs par deux nouvelles brèves avec la région qui lance un site internet de mobilisation pour la ligne à grande vitesse. Sur www.lrgv.fr, un appel de Georges Frêche, président de la région, qui voudrait voir aboutir dans les plus brefs délais la liaison à grande vitesse entre Nîmes et Perpignan. Une pétition ouverte à toutes et à tous, cette mobilisation intervient après la lettre restée sans réponse que Georges Frêche a adressée à Nicolas Sarkozy, président de la République, le 12 janvier 2009. A noter qu'un sondage effectué par l'Institut TNS Sofres en décembre 2008 révélait que 87% des habitants de la région étaient en attente de cette ligne à grande vitesse. Actuellement, la voie est rendue à 160 km/h à hauteur du pont Saut-de-Mouton, dans le village de Manduel. Par ailleurs, les internautes peuvent trouver sur le site de la région, www.laregion.fr, les vidéos en ligne des déplacements du président de la région. Nous continuons sans transition avec la caisse d'allocation familiale du Gard qui rencontre aujourd'hui des difficultés concernant certains bénéficiaires d'aide au logement, personnalisée au logement location, l'APL location. La CAF porte à la connaissance du public que tout est mis en œuvre pour rétablir au plus vite la situation. Les services de la Caisse d'allocation familiale du Gard se sont rapprochés pour cela des principaux bailleurs du département afin d'étudier en commun la solution la mieux adaptée, sachant que le problème rencontré trouve son origine dans l'opération de renouvellement des droits qui, pour la première fois, s'appuie sur la collecte automatisée. La collecte automatisée des ressources, une démarche qui vise à simplifier les relations avec les allocataires, notamment pour ce qui est de la déclaration à faire au service. Au 31 décembre 2008, 22 893 allocataires étaient bénéficiaires de l'APL location. Ce problème concerne toutes les CAF de la France. Celle du Gard met tout en œuvre pour trouver une solution. Et nous allons commencer avec les informations proprement dites, avec un état des lieux de l'immobilier. À force de parler de crise, le consommateur ne sait plus sur quel pied danser et reste bien souvent dans l'expectative. La semaine dernière, nous faisions un état des lieux de la crise dans le secteur de la vente d'automobiles. En matière d'immobilier, le département semble également impacté par la crise. Mais l'heure est peut-être venue pour les acquéreurs potentiels d'investir dans la pierre, comme nous l'explique Olivier Michel. Si effectivement on peut considérer que sur l'année qui court ou qui démarre, on va avoir une légère baisse de prix, il ne faut pas non plus espérer une chute, parce qu'aujourd'hui c'est un marché qui s'autorégule, donc c'est le moment d'acheter. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut se tourner vers les professionnels et aller véritablement voir des biens et découvrir des biens qui peuvent être au prix et faire des propositions qui sont en adéquation. Il y a matière à trouver des biens intéressants aujourd'hui. La crise immobilière touche bel et bien le département du Gard, mais elle est à relativiser. Selon le recueil de l'Observatoire de l'immobilier à paraître la semaine prochaine, entre les deux semestres de 2008, la baisse des transactions a atteint moins 24%. Quant au prix de vente des biens, il est sur Nîmes en baisse de 7% sur un an et atteindrait 12% sur le département depuis 2007. Une baisse qui devrait se poursuivre en 2009. On peut considérer que sur 2009, cette baisse va se poursuivre légèrement, aux alentours de 5%, mais encore une fois, c'est un marché qui s'autorégule, donc on ne va pas considérer que la baisse sera beaucoup plus importante. Le secteur d'immobilier, comme partout, il est en crise aussi sur le Gard. Moi, je dirais à une moindre mesure, parce qu'on est sur un secteur qui reste prisé, au niveau du Languedoc-Roussillon et du Gard en particulier. Maintenant, les chiffres sont à la baisse, aussi bien au niveau du nombre de transactions qu'au niveau des prix, mais c'est pas non plus, ça ne correspond pas non plus à tout ce qui peut se dire au niveau national. Donc on est sur des indices qui sont inférieurs, même si effectivement le marché ici souffre, et les acquéreurs, même s'ils sont toujours là, sont un petit peu dans l'attente de conditions de crédit qui soient plus favorables. Un attentisme qui enfonce un peu plus le secteur dans la crise. Même si les ventes se poursuivent, selon le groupement SIA qui regroupe 53 agences, deux facteurs aggraveraient la situation.
La couverture médiatique inciterait les acquéreurs à patienter. Quant à ceux qui franchiraient les portes des agences, c'est le déblocage de crédit qui poserait problème. Je crois que maintenant, il faut le souligner, du fait que certaines banques qui ont pignon dans notre département se font tirer l'oreille pour accorder des crédits à leurs clients. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il faut donner un conseil, parce qu'on trouve du crédit. Il faut que les acquéreurs aillent voir des personnes qui font que du crédit, qui sont des organismes qui ont pignon sur rue, ou alors aller voir des courtiers qui les guideront vers des banques qui font du crédit, parce qu'il est bon de le rappeler, elles existent. Et puis, si vous permettez le deuxième conseil, il est qu'il serait illusoire de penser, comme on l'entend parfois, et c'est une cause d'attentisme, que dans notre pays, l'immobilier va s'effondrer, ça va être les soldes en quelque sorte, à moins 30, moins 40 ou moins 50%, comme certains le disent, parce qu'en France, nous ne sommes pas comme en Angleterre ou en Espagne, nous ne sommes pas touchés de la même façon, l'impact de la crise financière n'a pas le poids qu'elle a sur l'immobilier dans notre pays. Via des courtiers, ou pour peu que les banques françaises répercutent la baisse du taux directeur de la Banque centrale européenne, désormais établi à 2%, l'année 2009 pourrait, ferrarissime, compiler baisse de taux et de prix et s'avérer être ainsi l'année de la pierre. Le conflit entre la ville et la police municipale se poursuit, Philippe. Il l'avait dit, il l'a fait. Dans le cadre du conflit qui oppose la ville à la police municipale, une médiation a été mise en place consécutivement à la venue à Nîmes, vendredi 16 janvier dernier, de Jean-Claude Mailly, secrétaire général de la Confédération Force ouvrière. Présent dans la capitale gardoise pour superviser la mise en place du nouveau secrétaire de l'Union départementale des syndicats de l'Union FO, Gilles Besson, Jean-Claude Mailly s'était engagé à faire part de ce conflit à Xavier Bertrand, ex-ministre du Travail et nouveau secrétaire général de l'UMP. Un reportage et des propos recueillis par Alain Belon. Il y a longtemps que la municipalité aurait dû trouver un accord. Et je leur dis, ayez un peu de bon sens, négocier. Si vous ne savez pas comment faire, appelez le ministre, il vous expliquera, ou appelez l'ancien ministre du Travail qui est maintenant secrétaire général du MP, il a une expérience de la négociation. Je dis ça sous forme de boutade, mais c'est incompréhensible qu'un dossier comme ça ne soit pas encore réglé par la négociation. Et je vais relayer ce dossier, y compris au niveau national, auprès des autorités, en disant on arrête maintenant, ça suffit, il faut que ce dossier se règle. Vous l'aurez compris, dossier à suivre. Redémarrage à Nîmes de la section régionale de la FNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, avec à sa tête Bernard Matt, par ailleurs directeur du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. L'objectif visé est de mettre en place un réseau cohérent susceptible d'intercéder auprès des pouvoirs publics afin de lutter contre l'exclusion. Un reportage d'Alain Bonnet. La FNARS, Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale du Languedoc-Roussillon, tenait ce jeudi 22 janvier son assemblée générale. Après quelques soucis passés, cette association loi 1901, créée en 1956 à l'échelon national, reprend ses activités après la création depuis un an déjà d'une association régionale. Au niveau régional, c'est de reconstruire un réseau d'interlocuteurs pour intervenir auprès des pouvoirs publics, déjà sur les problématiques de l'exclusion sociale, et puis c'est fédérer entre nous, entre adhérents, produire de l'expertise, produire des journées de formation, une parole construite commune sur la problématique de l'exclusion. Si quelques adhérents s'étaient retirés, aujourd'hui ils réintègrent l'association, connaissant les valeurs de cette structure. Effectivement, il y en a eu quelques adhérents qui ont pris quelques distances, mais d'abord je constate avec plaisir qu'ils sont en train de revenir. Et c'est vrai que c'est toujours une dynamique à construire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les adhérents attendaient peut-être de voir des choses visibles se manifester. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, on a une visibilité et je pense qu'on est à nouveau attractif. Aujourd'hui, effectivement, notre association souhaite cette adhésion au niveau de la FNARS. Et moi, je souhaite aussi m'impliquer par rapport à la problématique des femmes victimes de violences conjugales et pouvoir aller jusqu'au bout des projets qui nous sont demandés au niveau des ministères et de ce qu'on peut observer aussi au niveau du terrain. L'association L'Espédido, adhérente de la FNARS, affirme cautionner la démarche militante de celle-ci en matière d'insertion et d'accueil des personnes en précarité. L'Espédido est la fusion de plusieurs mouvements judéo-chrétiens, le Secours catholique, Emmaüs, mais aussi une volonté politique de l'époque, le juge d'application des peines, la jeune chambre économique, d'insérer des personnes sortant de prison. En ce début d'année, la FNARS reprend les choses en main au niveau de la région Languedoc-Roussillon,
désirant en mettre les bouchées doubles afin d'être un réel interlocuteur pour les pouvoirs publics dans un contexte de réforme de l'État et peut-être des collectivités locales. Leur but, c'est peser lourd pour que le dialogue s'installe et qu'il puisse enfin être pris en compte. Le mardi 20 janvier 2009 se tenaient dans les murs de l'hôpital Carremo, à Nîmes, les premières rencontres des associations de santé. À cet effet, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes allait au-devant des associations de santé, des malades et de leurs proches. Les associations culturelles n'étaient pas oubliées, parce que c'est vrai, elles jouent un rôle important auprès des malades lors de leur séjour en hôpital. Un reportage d'Yvonique Seguin. La situation entre le CHU et les associations de santé pourrait se résumer ainsi. Il manque du lien, il faut créer du lien. Nous souhaitions vraiment établir des liens nouveaux et faire une place plus importante à nos associations, aux associations des patients, de leur famille ou de leur entourage. Il nous semblait que l'hôpital était encore trop fermé à ces multiples associations qui ont besoin d'être soutenues et nous voulons essayer avec eux de nouer des relations qui leur permettent d'intervenir de façon efficace et nous de mieux comprendre ce qu'elles attendent de nous pour améliorer le sort des patients. Afin de renforcer ce lien, le CHU a mis en ligne son propre site internet. On s'est rendu compte qu'il fallait absolument créer des pages spécifiques pour les associations de patients, pour que les patients puissent avoir les coordonnées de l'ensemble des associations de patients partenaires du CHU. De nombreuses associations étaient présentes et ont apprécié cette rencontre. La rencontre entre les associations de santé et culturelle et le CHU de Nîmes, donc, qui parle des partenariats entre associations et CHU, est une très bonne initiative. Ça permet de se connaître, de se rencontrer, d'échanger et le dialogue est très très important, surtout entre la direction générale et la direction donc, de la communication et les acteurs, entre guillemets, qui travaillent sur le terrain, c'est-à-dire les associations. L'ensemble est positif. L'hôpital, le CHU veut vraiment qu'il y ait un suivi des malades lorsqu'ils sortent de l'hôpital. Et d'un autre côté, nous sommes prêts à faire le lien et à poursuivre les soins, ou pas forcément les soins thérapeutiques, mais les soutiens psychologiques, la sophrologie, etc., même des aides sociales lorsque cela est nécessaire, dans l'intérêt du malade, pour le bénéfice du malade. Alors on revient maintenant sur la venue d'une équipe de confrères de France 3 Toulouse qui sont venus dans nos locaux, Philippe. Effectivement, c'est l'équipe de France 3 Vuer al País qui est venue à la rencontre de Lise Gros et son émission Lingodoc. Une émission que vous pouvez suivre chaque jeudi à partir de 17h30. Lise Gros, fidèle à notre chaîne depuis son lancement, anime une émission en lingue nostre à laquelle participe régulièrement Claudine Paul. Un compte rendu d'Yvonique Seguin. Bonjour bravemunde, bonjour a tutti et bienvenue sur le plateau de Télémiroir, Télémirail, c'est pour dire. France 3 Toulouse s'intéressant à la culture occitane, Télémiroir a accueilli Clément Allais et son équipe le jour de l'enregistrement de l'émission Lingodoc. Ça fait un moment qu'on voulait venir dans le Gard et en tout cas faire aussi un sujet sur ce que faisait Lise, puisqu'on en avait entendu parler. Ça nous intéresse aussi de voir tout ce qui fait la richesse, la vie de la culture occitane dans tous les domaines, que ce soit économique, culturel, télévisuel aussi, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres offres télé occitanes aujourd'hui. Il y en a un petit peu sur Internet, mais encore que. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu ce que proposent d'autres médias et comment ils travaillent aussi. Porta, en fait, une émission en occità, in lingua, dans une télé, comme Télémiroir, par exemple, quelle d'aqui. De che ne pensate? De che può portare al mondo? C'était aussi l'occasion pour l'équipe de Télémiroir de découvrir l'importance des programmes Lingue Nostre de cette chaîne régionale. Les programmes en occitan sont diffusés sur les deux régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Donc il y a un petit journal en occitan qui s'appelle l'édition occitane qui est diffusé le samedi soir à 19h15, qui est sous-titré en français. Et il y a une émission le dimanche qui s'appelle Vuer al País, qui est un magazine qui dure lui 26 minutes. Le journal occitan du samedi soir lui étant sous-titré, il y a déjà beaucoup plus de gens qui le regardent en fait. Il est diffusé juste après le journal en français et en fait on perd juste 1 à 2 points d'audience entre le journal français et le journal occitan. Le reportage de France 3 Toulouse sera diffusé dans le journal occitan du samedi 24 janvier. Après 50 ans de présence, Michel Lucibello cède la direction de son école de danse.
C'est vrai, Marlène. Un hommage à une belle danseuse, Michèle Lucibello, cède la direction de son école de danse nîmoise, mais elle conserve néanmoins la direction de la compagnie du Jeune Ballet du Languedoc, ainsi que celle du concours international méditerranéen de danse classique. Rappelons ici que Michèle Lucibello fut première danseuse des théâtres de Nîmes, de Montpellier, de Béziers et de Perpignan. Elle a ouvert son école de danse le 5 janvier 1959, créé le Jeune Ballet du Languedoc en 1967, et fondé le concours international méditerranéen de danse classique. Son palmarès comprend aussi un titre de directrice de la danse. Elle était aussi maîtresse de ballet du théâtre de Nîmes. Pas moins de 26 jeunes gardoises et gardois issus de ces classes et de la compagnie du Jeune Ballet du Languedoc dansent ou professent en France ou à l'étranger. Quant à sa remplaçante, elle se nomme Cécile Sio. Elle était sujet à l'Opéra de Paris où elle dansait avec son époux. Elle a rejoint donc le Midi pour occuper la direction de l'école de danse. La passation de pouvoir s'est faite en présence du sénateur-maire Jean-Paul Fournier qui lui a remis la médaille de la ville. Les détails avec Alain Belon. Le lundi 5 janvier 1959 était donné le premier cours de danse par Michèle Lucibello. 50 ans après, les élèves sont toujours là. Mais pour Michèle, ils ont changé avec le temps. Lorsque j'ai commencé, les enfants étaient peut-être un petit peu plus concentrés que ceux qu'ils sont maintenant parce qu'il y avait moins de distractions, il y avait beaucoup moins d'autres choses qui pouvaient les attirer. Donc il y avait la danse classique et puis un petit peu de danse moderne. Donc tous les enfants faisaient de la danse classique et étaient très 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 attentifs, beaucoup plus que maintenant. 1967 a été une date importante pour l'école. Le Jeune Ballet du Languedoc a été créé. Aujourd'hui, 26 gardois issus de ces classes sont professeurs en France et à l'étranger. Mais parfois dans les cours, ils ont pu avoir des étoiles dans les yeux. Les grandes étoiles de l'Opéra de Paris sont venues danser ici avec nous, avec la compagnie du Jeune Ballet du Languedoc. Et j'ai eu la grande chance, il y a 23 ans maintenant, puisqu'il est rentré à l'âge de 20 ans, où mon fils Rodrigue, que j'avais entièrement formé, est rentré à l'Opéra de Paris sur concours, et il est resté pendant 8 ans, puisqu'il a fini coryphée. Et là, évidemment, j'ai encore plus rencontré tous les gens de l'opéra. 50 ans après, Michèle Lucibello n'arrête pas, mais ralentit son activité. Elle a transmis le 5 janvier 2009 l'école de danse à Cécile Sio, tout en gardant la formation professionnelle composée de la compagnie et du concours international méditerranéen de danse classique. C'est moi qui vais transmettre tout ce que j'ai acquis, j'espère, pendant des années et je vais essayer d'en faire profiter les élèves de Michèle. J'espère que ce sera pour le bonheur de tout le monde. Pour Michèle Lucibello, les années passent, mais les souvenirs restent. Je me souviens quand j'avais les débuts où j'ai monté la compagnie de ballet, j'avais Josiane Fléclin qui était danseuse étoile à l'Opéra de Nice, qui venait danser avec nous. Et elle venait, elle me disait, je viens prendre les cours préparatoires avec toi, parce qu'au moins ça me remet en place. Donc Josiane Fléclin, danseuse étoile, prenait les cours préparatoires avec les toutes petites filles de l'école. Et ça, c'était génial aussi. J'ai des souvenirs formidables tellement de choses que je crois que je vais me mettre, j'ai déjà commencé à raconter un peu tout ça, parce que c'est vraiment très très amusant. Une magnifique carrière. On revient maintenant sur un événement qui s'est déroulé dimanche dernier, le désormais traditionnel Salon des collections de Kessargues. Cervalo-bélophiles, apertophilistes, magilloclocophiles et autres vitophilistes s'étaient donné rendez-vous à l'édition 2009 du Salon des collectionneurs organisé par Atout Collection le 18 janvier 2009 à Kessargues. Toutes les collections étaient présentes. Un reportage de Michel Rousseau et Alain Belon. Après le salon du goût et celui de l'artisanat, c'était au tour des collectionneurs de se réunir à Kessargues, rendez-vous désormais incontournable le dimanche 18 janvier. Et comment résister à cette véritable caverne d'Ali Baba, même si la salle s'appelle Saint-Exupéry, où pièces de monnaie, cartes, disques, timbres, bouchons de toutes sortes, buvards, vieux billets, fèves, flacons de parfum, côtoient bandes dessinées, voitures de notre âge, poupées et même guides Michelin, et on en oublie certainement, tout en remarquant que les trains électriques manquaient à l'appel. Par contre, de plus en plus de beaux livres, dont de véritables pièces d'anthologie. Il s'agit des lettres et du journal de Ferdinand de Lesseps, qu'il a écrit en 1875. Et ce livre, c'est la première édition. Son intérêt, c'est qu'il a été offert directement par Ferdinand de Lesseps à Leroy Beaulieu, qui était un économiste de l'époque, et il est dédicacé. Et que dire de ce nouveau stand où les particuliers peuvent venir faire estimer leurs tableaux en espérant que ce soit qui un Monet, qui un Rembrandt et pas une abominable croûte.
Nous avons été invités pour nous permettre de poser une petite définition sur le métier de la restauration qui est assez vaste et qui englobe aussi bien l'estimation, puisque la plupart des personnes qui sont ici à ce salon veulent déjà avoir une première notion de valeur. Il y a quand même toujours des tableaux qui cachent leur signature dans des petits recoins et on peut voir, notamment ce matin, j'ai quand même eu entre les mains un tableau du 17e dont la signature fait partie des jolis maîtres flamands. Une cinquantaine d'exposants et surtout de très nombreux visiteurs pour lesquels cette bouffée d'enfance, ce retour en force du souvenir, est un véritable plaisir. Marlène, savez-vous ce qu'est un scoïnopentaxophile? Évidemment, Philippe, que je sois pendu si je ne le sais pas. C'est un collectionneur de cordes de pendus. Effectivement. Voilà. Alors on trouve dans les noms de collectionneurs des choses bizarres. Les philocorboliens, eux, collectionnent les corbillards. C'est étonnant comme collection. Oui, c'est particulier. Et les pénis de Barfil collectionnent les péniches de débarquement. Alors là, il faut un grand salon parce qu'effectivement, ça prend un peu de place quand même, ça occupe. Effectivement. Et puis, il est une autre race de collectionneurs Je aussi. crois que vous devez être de cette race-là, les notaphiles, non? Notaphiles. Oui. Je Savez-vous me ce que méfie. c'est? Je Collectionneur me de méfie. factures. Ah, de factures? Oh oui, oh, bien sûr. Oui, Par alors les là, temps qui courent, on est nombreux, je pense. oui, et je crois que, hélas, le contexte économique va en fabriquer des notaphiles. Mais je ne savais pas que les factures se collectionnaient non plus, comme quoi tout se collectionne. On en apprend tous Allez, les jours. sans transition, nous terminons avec le journal du Festival de Flamenco qui enflamme la ville de Nîmes depuis le samedi 17 janvier dernier. Au programme ce soir au Théâtre de la Calade à 20h, donc dans très peu de temps, 3 voix pour l'histoire avec Juan José Amador, Fernando Terremoto et José Antonio Portora. La bodeguita du Royal Hotel ne sera pas en reste. Elle a proposé à 19h le vernissage d'une exposition. Une exposition du peintre Marc Bouchacourt. Et c'est une exposition qui va rester ouverte jusqu'au 15 mars. Donc là, vous avez un petit peu de temps devant vous. À 21h, suivra le concert de Dame la Mano avec l'éloquente Clara Tudela et le talentueux Gregorio Ibor Sanchez. Mais tout de suite, le journal du festival avec Christophe Chez et Nicolas Pinchino. Troisième et dernière soirée à l'Odéon, ce mercredi, pour une rencontre entre le toque et le cante, devant les micros de France Musique, qui retransmettait en direct ce concert, suivi par un public toujours aussi fidèle et bienveillant. Couleur du monde, bonsoir. La profondeur, la technique et la virtuosité du guitariste Alfredo Lagos ont imposé le respect au public de l'Odéon, qui s'est laissé bercer par les rondeñas, siguirilla et alegrias de l'artiste aux influences jérezanas. Alfredo Lagos, qui a écumé les plus grandes scènes en tant qu'accompagnateur aux côtés d'immenses chanteurs et danseurs, et que nous retrouverons ce soir au théâtre avec Terremoto, n'est peut-être pas encore totalement à l'aise dans ses nouveaux habits de soliste. Une froideur apparente qui a été ressentie par le public, plus enclin à libérer sa fougue et son envie de partage à l'issue d'un mémorable solo de percussion signé José Carrasco. Yeux verts pour une chanteuse dont la voix est porteuse d'espérance. Le charme d'Alicia Gil a opéré mercredi soir à l'Odéon avec un tour de chant à la fois intime et traditionnel, avec un goût prononcé pour la soleá et la bulería. C'est vrai que la bulería est un de mes palos préférés au même titre que la soleá. Ce sont des chants avec un vrai ressenti que j'apprécie beaucoup et que j'adore interpréter. Yo soy un mueble ey, ey.
À 34 ans, Alicia Gil, qui a grandi avec Camarón dans les oreilles, s'est réjouie de sa découverte de Nîmes, mais aussi de la culture flamenca développée par les Français. Ça a été une bonne surprise parce que le public de Nîmes est très respectueux et qu'il nourrit une grande afición au flamenco. J'ai vraiment aimé être sur scène ce soir. Je suis originaire de Séville qui baigne depuis toujours dans une tradition flamenca et je connais cela depuis mon enfance, même si ma famille n'a jamais eu de racines flamencas. On ne comptait jusqu'alors aucun artiste flamenco dans ma famille, mais lorsque le flamenco vient à toi, il devient alors un mode de vie qui nécessite de le pratiquer au quotidien. Je souhaite embrasser les Nîmois et les téléspectateurs de Télémiroir et j'espère revenir très bientôt. Y bueno, que espero volver muy pronto. Merci beaucoup. Cuando le digo te quiero, cuando le digo te quiero, se le pone la carita colorada en terciopelo. Ce soir, première représentation du cycle au théâtre de Nîmes, avec un véritable tremblement de terre, à la personne de Fernando Terremoto, aux côtés de deux autres monstres du cante, Juan José Amador et Chiquitete, le cousin d'une certaine Isabel Pantoja. Rendez-vous donc dès 20 h au théâtre et demain soir pour un nouvel épisode de votre journal du festival au cœur de la fièvre flamenca nîmoise. Le moment fort de la journée de demain, vendredi 23 janvier 2009, sera certainement l'hommage à José Galvan. Toute la famille sera présente, y compris ses deux fils, danseurs, Israël et Pastor Galvan. Une soirée qui est prévue au théâtre de la Calade à 21 h. Et voilà Marlène, c'en est terminé pour les informations. Et dans le journal, nous retrouverons évidemment le journal du festival flamenco demain à la même heure environ. Tout de suite après, vous retrouverez Croco Hebdo, l'actualité du Nîmes Olympique, Croco Hebdo, les prolongations, suivi de Noir et Blanc à 21 h, la rétrospective de la saison 2008. Ce sera la troisième partie de cette rétrospective signée Patrick Mallet. Bonne soirée à tous sur Télémiroir et à demain.